ne chanterai plus jamais. Plus jamais ces heures passées dans la loge, à souligner l'œil et à dessiner les lèvres, avec toute cette scintillance de poudre et de lumière, en s'obligeant avec le pinceau à la lenteur de se faire belle pour vous. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté de velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre. Plus jamais le rideau qui s'ouvre, plus jamais le pied posé dans la lumière, sur la note de cymbale éclatée. Plus jamais descendre vers vous, venir à vous pour enfin vous retrouver. Un soir de 1993, au Châtelet, mon cœur, trop lourd de tant d'émotions, a brusquement battu trop vite et trop fort, et mon corps a refusé d'obéir à un cerveau qui d'ailleurs ne commandait plus rien. J'ai dû interrompre le spectacle pendant quelque temps, puis définitivement. Je suis quand même reparti en tournée. Ensuite, avec un manque immense, et durant 2 ans, j'ai fait le deuil d'une partie de ma vie qui venait brusquement de se terminer. Écrire, aujourd'hui, est un moyen de continuer le dialogue. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. C'est un travail que j'aime, je ne vais pas m'en plaindre. Il est 6 heures du matin, j'ai 67 ans. J'adore ma maison, je vais bien. J'ai été une petite fille qui s'est construit un monde comme beaucoup d'enfants et qui s'y est enfermée. Dans ce monde, j'étais pianiste chantante. Je tambourinais sur une table des musiques que je scandais ou miaulais infatigablement. Mes mains se posaient, s'agitaient au-dessus d'un clavier imaginaire et durant de longues heures, j'étais la plus grande pianiste du monde. Viens mettre le couvert. Lorsqu'on est la plus grande pianiste du monde et que les arpèges noirs et blancs tourbillonnent et s'élèvent et s'envolent par les fenêtres ouvertes par-dessus les nuages, pour retomber en pluie cascade au fond des mers, au bout des fleuves qui les roulent, les happent, les engloutissent puis les rejettent au loin vers d'autres pays. Lorsqu'on est la plus grande pianiste du monde, on ne met pas le couvert. Je ne suis pas devenue la plus grande pianiste du monde, mais des musiques que j'ai continué à en entendre. Et j'ai conservé cette phobie que l'on puisse briser le rêve, défaire l'instant. Je hais ces brusques interruptions, ces portes qui claquent, ces éclats de voix trop forts qui me blessent quand je travaille. Comment le dire et le redire sans prendre des allures de monstre ? Alors que je ne demande que l'espace de silence auquel chacun a droit. J'écris ces quelques lignes dans un petit cadre noir. Quand je travaille, pas la peine de crier, je ne vois rien, mais j'entends clair. Je suis difficile à vivre, merci.
Mes premiers souvenirs me ramènent à Marseille en 1937. J'ai connu ma première passion amoureuse, j'avais 7 ans, et aimais un enfant de famille noble qui en avait 13, mais était, ma foi, très beau. Mon premier larcin fut pour lui 32 figues fraîches, parfumées, juteuses et si jolies, que mon père avait comptées tout en les déposant dans le compotier posé sur le grand buffet. 32 figues que durant 2 jours, je niais avoir chapardé, malgré la menace des gendarmes, de l'envoi en pension, entre autres châtiments humiliants. 1938, nous sommes à Rouen, où va naître ma petite sœur, Régine. J'en garde mon seul et unique souvenir de Noël en famille. Un 24 décembre, par un froid de pierre, on nous emmena à la messe de minuit. Au retour, ma grand-mère, Granny, nous attendait à la cuisine avec une orange, un chocolat chaud fleurant bon la cannelle et des morceaux de sucre candi servis sur une soucoupe bleue. Quelle douceur! Que j'aimais ma grand-mère. Elle était toute menue, avec des pommettes très hautes, des grands yeux noirs, des mains très fines. Elle avait vu le jour à Tiraspol, en Moldavie, où naquit également ma mère. Elle sentait le miel et me préparait des pâtisseries au blond raisin de Corinthe, des strudels aux pommes et aux noix pilées. Elle me consolait de tout. Je grimpais sur ses genoux, me calais au creux de son épaule. Je t'ai préféré, Granny, hein? Raconte quand il était en Russie. Quand t'es revenue à Paris, quand maman était petite. Granny me raconte. Et pour la remercier, je m'assieds devant la table et sur mon clavier imaginaire, lui joue ma musique. Septembre 1939, mon père est mobilisé. Du Vésinet, la tante Jeanne nous conduit à Poitiers, où nous allons être hébergés par des médecins de sa connaissance. Nous fréquentons une école où j'ai la surprise de voir à la sortie mon père qui m'attend. Il est en militaire. Il n'est là que pour 2 heures qu'il va passer avec mon frère et moi. Puis il me raccompagne, sanglote. Je le supplie de rester, en vain. Je le vois encore s'éloigner, se retourner, revenir me prendre dans ses bras. Pour me calmer, il sort de sa poche 14 sous, avec lesquels, le cœur lourd, j'achèterai du zan. Le zan, sous toutes ses formes, ne me quittera plus. Bâton à réglisse, ruban, rouleau, réglisse à la violette. J'en aurai partout et toujours sur moi. Sans en avoir conscience, je rechercherai toujours cet instant heureux, mais cette relation de père à enfant, je ne la connaîtrai plus jamais. Les prouesses scolaires ne sont pas pour moi. Je collectionne les observations du genre très indisciplinée, trop rieuse, frondeuse, désobéissante. Mes parents et la tante Jeanne laissent entendre en levant les yeux au ciel et par des haussements d'épaules désolés que vraiment, enfant, ma pauvre enfant, pour une fille c'est un peu moins grave de ne pas être intelligente et cultivée, mais quand même. La pauvre enfant. Ton frère, lui, sera docteur. Tant mieux, bien fait. Tant mieux, bien fait. J'ai adoré ma mère, mais je ne me remets pas très bien quelles furent nos relations à l'époque. Je n'ai gardé aucun souvenir, ni d'une marque de tendresse ou de complicité de sa part, ni d'une simple promenade avec elle. Un jour, mon frère et moi jouons tous les deux dans la cour. J'ai trouvé un scarabée. L'ai enfermé dans une petite boîte que j'ai garnie d'herbes fraîches et je lui parle. Mon frère l'examine et décrète que mon scarabée n'est qu'un infect bousier. Il m'arrache mon trésor, je cours après lui en hurlant. Nous faisons irruption dans le salon, il exhibe ma bestiole. C'est répugnant, décrètent mes parents, et ils écrasent mon scarabée. Je monte dans ma chambre, m'enferme à clé et me laisse tomber sur mon lit. Ouvre cette porte, vous avez tué mon scarabée d'or. Et je me réfugie à l'intérieur de mon donjon, protégé par mes remparts. La sèche est une espèce de poisson mollusque qui, pour se protéger, diffuse une encre noire qui la dissimule aux pêcheurs et à ses autres prédateurs. Lorsque je ne voulais plus entendre, j'appuyais dans ma tête sur une gâchette secrète et me retrouvais immédiatement coupé du monde, les genoux reliés sous le menton, devenu inatteignable,
à l'abri de herses et de murailles invisibles. Je pouvais rester une journée entière sans qu'on réussisse à me faire bouger. J'ai de plus en plus peur de mon père, il le sent, il le sait. J'ai tellement besoin de ma mère, mais comment faire pour lui parler? Et que lui dire? Que je trouve le comportement de mon père bizarre? Je me tais. Un soir à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. J'ai 10 ans et demi. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils croient qu'ils sont seuls au monde avec leurs terribles secrets. De ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j'ai toujours ressurgi. Sûr, il m'a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d'être heureuse, une sacrée volonté d'atteindre le plaisir dans les bras d'un homme pour me sentir un jour purifiée de tout, longtemps après. Mars 1942, avec un nouveau printemps, naissance de mon petit frère, Claude. Menace de rafle dont les parents sont informés, dénonciation par un voisin, départ rapide de Tarbes. Ma sœur Régine et moi trouverons refuge chez une famille de cultivateurs près de Chasseneuil. Coûteuse cachette. La ferme est importante, il y a un grand troupeau de vaches. Il peut être amusant de traire les vaches en vacances. Il est moins drôle et moins champêtre lorsqu'on est une petite fille, d'être réveillée à 5 heures du matin pour aller aider dans l'étable et la basse-cour. Il fait sommeil, il fait froid. Je ne me souviens plus au juste comment nous avons quitté Chasseneuil. Je sais seulement qu'en cette période, et entre cette période et 1945, nous avons beaucoup bourlingué. J'ai gardé de cette époque le goût du voyage, de la clandestinité, du précaire, des parties de cartes à l'abri dans la chambre dans le fond, des départs à la sauvette, du bruit des coups dans la porte, des « y a la Gestapo », des 15 chevaux avec leurs roues à rayures jaunes et une certaine tendance à la provocation, à une agressivité inspirée par la peur. Aujourd'hui encore, si l'on frappe ou l'on sonne, je sursaute et il m'arrive de courir me cacher. Été 1943, nous débarquons à Saint-Marcellin, à proximité du Vercors, au lieu de la Résistance. C'est difficile de passer inaperçu lorsque nous arrivons dans une nouvelle localité. Nos parents nous recommandaient de ne rien dire de notre vie. Ne rien dire, avec cette différence physique et l'arrogance avec laquelle je disais justement que j'étais juive. Oui, et alors? Et alors? Je n'avais ni honte ni fierté particulière d'être juive, mais le fait de lire ma singularité dans le regard des autres me rendait agressive. À Saint-Marcellin, un soir de novembre, près de la fameuse fromagerie, devant l'usine, nous serons plusieurs enfants à assister, impuissants, à l'arrestation d'un jeune maquisard descendu de la montagne. Il sera frappé sauvagement, emmené, et nous l'apprendrons peu après, fusillé par les miliciens. Août 1944, comme un bouquet de feux d'artifice, la libération de Paris. Paris libéré. Qu'est-ce que cela peut représenter pour moi à cette époque-là? Les voyages, les exodes, les fuites de 1939 à 1945 n'ont pas rendu ma vie douloureuse. La faim ne m'a jamais vraiment tenaillé. Je n'ai jamais été trop longtemps séparé de ma mère. Nous n'avons jamais porté l'étoile jaune. Aucun de nous n'a été déporté. Mes peurs et mes douleurs d'enfant, est-ce vraiment à la guerre que je dois les imputer?
quittons Saint-Marcelin en 1945. Je suis triste. J'éprouve une drôle de sensation. J'ai beau savoir que c'est pour retrouver Paris, pour moi, c'est partir vers l'inconnu. À Paris, nous n'avons pas d'appartement. Des amis de mon père nous prêtent un logement rue Notre-Dame de Lorette. Puis c'est le Vésinet et la pension de famille Les Trois Marronniers. Je viens d'avoir 15 ans, l'âge autorisé pour prendre des cours de chant. Je cherche donc un professeur. Dans une rue, je tombe en arrêt devant une plaque cuivrée où il est écrit « Madame Thomas Dusséquet, professeur de chant ». « Bonjour madame, je veux chanter, comment faire ?»« Il faut travailler sa voix, mademoiselle. Je parle beaucoup et très vite, je raconte mon grand rêve. Madame Dusséquet m'écoute. Je vais prendre des cours de chant. Je prends mes leçons assidûment, à la stupéfaction de mes parents. Jamais ils ne viendront assister à un cours, partager mes émotions, mon bonheur. Je commence toute seule ma vie de femme qui chante. Au début, je crois que je vais tout de suite chanter. Je suis déçue lorsqu'elle m'explique qu'il va falloir d'abord travailler techniquement ma voix. Pendant 1 an, je ne fais que des exercices vocaux. J'apprends à respirer, à amplifier, élargir, tonifier, poser ma voix. Je mettrai beaucoup de temps à savoir contrôler ma respiration. Le souffle, c'est comme une colonne d'air qui fait monter et descendre une balle de ping-pong sans que jamais elle se pose. Cette image, je m'y réfère encore aujourd'hui. Le souffle permet d'enfler, de filer, de tenir le son. Cet été-là, nous allons partir en vacances, nos premières vacances en famille. À la mer, en Bretagne, à Trégastel. Il se passe à Trégastel des choses peu anodines. Un après-midi, je fugue pour fuir mon père. Je n'en peux plus. Je marche. Je décide d'aller à la gendarmerie. Le gendarme m'écoute attentivement, j'ai même l'impression qu'il me croit. Mais il m'explique que je ne suis pas majeure et que je dois retourner chez mes parents. C'est mon père qui vient me chercher. Il laisse entendre que je suis une malade, une affabulatrice. Il me ramène à la maison, je le hais. Je suis punie pendant plusieurs jours, mais je sens que ma démarche l'a frappé. Une après-midi, seule dans la maison, j'entends distinctement la voix de ma granny. Sa plainte semble sortir des rochers. Lorsque ma mère revient, je lui fais part d'une voix bouleversée de ce que j'ai entendu. Quelques heures plus tard arrive un télégramme. Ma mère doit rentrer d'urgence à Paris. Granny s'est endormie. Ma granny nous a quittés. Je supplie mon père de me laisser rejoindre ma mère. Il refuse. Je menace, je hurle. Cette violence lui fait peur. Je pars. Ma granny, je l'ai tellement aimée que même aujourd'hui, j'ai du mal à en parler. C'est comme une morsure en plein cœur. Lors de sa disparition, le choc fut si important que durant 2 années, refusant sa mort, je la voyais surgir partout, persuadée qu'elle était toujours vivante. Granny prépare des kirkles, Granny m'emmène au jardin d'acclimatation, je joue ma musique pour Granny. Granny me donne une poupée russe, une boîte, un sac. Granny sent la poudre de riz. Granny porte des boucles d'oreilles en cristal. Granny me chante une berceuse. Elle me raconte des histoires de loups. Granny me tient contre elle dans le grand lit. Granny prépare du mouton aux amandes et des beignets aux fruits. Granny reçoit des amis. Les amis de Granny sentent le thé, l'orange confite. Granny et ses amis ne parlent que le russe. Je les vois rire très fort. Elles font beaucoup de gestes. Elles sont très vieilles mais gracieuses avec leurs cheveux blancs nettés autour de la tête et leurs hautes pommettes roses légèrement osies. Elles portent autour de leur cou des rubans de velours noir. Au milieu du velours, il y a parfois un bijou, parfois une pierre de couleur, un camé, une tête blanche épinglée sur le velours. Il y en a même une qui porte une longue chaînette d'or garnie de petites perles laiteuses. Granny vient m'apporter un gâteau aux noix truffé de raisins de Smyrne. Elle dépose un morceau de gâteau sur une assiette posée près d'elle. Toutes ces dames me regardent. Je fais mes yeux.
allonge le cou, me déplie et me dirige gravement vers l'assiette. Les dames rient, Granny m'embrasse. Je ris beaucoup avec Granny. Je n'ai fait mon deuil de Granny que très tard, très longtemps après. Nous sommes en 1946, nous quittons le Vésinet, mes parents ayant enfin trouvé un appartement. J'obtiens d'eux la promesse que je pourrais continuer mes cours de chant. Dans le 20e arrondissement, pas loin de la porte de Montreuil et du cinéma qui deviendra le célèbre studio Davout, près de la si jolie rue Saint-Blaise et de sa vieille église, la rue Vitruve, le 50 de la rue Vitruve. L'appartement est sombre. Le cœur résonne. La cour résonne. Elle est grise, sans soleil. Mais faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris où l'aube aurait enfin sa chance. Début 1948, théâtre de Mogador. On cherche des mannequins choristes pour l'opérette Violettes impériales. Je me rends à l'audition. C'est la première fois que je chante sur scène dans un théâtre. Vous nous chantez ? J'annonce mon morceau en articulant bien fort. La tombe obscure, musique Ludwig van Beethoven. Paroles de... Aucune réaction. Quand même, Beethoven. Le pianiste attaque les premiers accords. C'est à moi, je vais chanter. Je suis tout de suite interrompu. Ça suffit. Vous pourriez marcher en relevant vos jupes ? Bah, monsieur. Oui, pour la voix, ça va, mais on veut aussi voir si vous pouvez marcher. On veut aussi voir vos jambes. Marchez. J'avais travaillé 1 mois ce morceau en vue de mon audition. Mes camarades m'ont surnommé Bambi. Je suis la plus jeune de toutes et d'humeur rieuse. Elles m'ont très vite prise sous leur protection et m'ont appris à me maquiller, à coiffer ma perruque, à enrouler mes fossiles le soir sur une allumette afin de les retrouver bien recourbés le lendemain. Nous étions 12 choristes et 12 danseuses à partager une grande loge commune, toutes assises devant nos tables. Et c'était tous les soirs comme une grande braderie bariolée, toutes ces couleurs, toutes ces soies, ces taffetas, ces satins, ces dentelles, ces bijoux, ces guêpières, ces fanfreluches de French Cancan. Que ça m'a plu, que j'ai aimé ça, que c'était chaleureux et vivant. Je suis resté quelque temps à Mogador. Puis un beau jour, j'ai décidé que ça suffisait comme ça. On m'a écrit en me menaçant de m'attaquer au prud'homme. On n'a pas osé me chercher noise, quand même pour ces minables 13 000 anciens francs par mois. Je suis parti à Bruxelles. Je ne connaissais personne. J'ai traîné, rôdé, j'ai marché, beaucoup marché. Tous ces épisodes de fugue, d'exode, de fuite, je les ai toujours marchés. Comme pour aller plus avant et plus loin. Un soir, avec ma paire de lunettes à un œil, dans mon vieux manteau gris, je descends dans la rue pour me prostituer. C'est pas le malheur, le grand malheur, mais c'est un grand chagrin. J'ai des vertiges. Je marche, mais qu'est-ce que je fous là? Je sens que je suis suivi, je presse le pas. Derrière moi, on accélère aussi. On me parle, je me retourne, je regarde, j'insulte très fort. Surpris, l'homme essaie de me parler. Il dit doucement « Je m'appelle Charles Aldoubaram ». Je réponds « J'ai faim ». Aldoubaram me fait entrer dans une brasserie. Je dévore des frites, des moules, des frites et encore des frites. Il est assis en face de moi, Charles Aldoubaram, dans son beau manteau de Loden, bien au chaud, lunettes d'écaille, grand, sympathique, souriant. Et les mots déboulent de ma bouche, je dévide ma litanie. Je veux chanter. Je raconte ces 3 mois écoulés à rôder, les portes fermées, la fatigue, seul avec soin. Je dis l'hôtel sans argent, impayé. Nous parlons toute la nuit dans cette brasserie qui ne ferme pas. Aldoubaram dirige un casino connu en France. C'est vrai, il cherchait une fille. Il est là pour affaire. Il rentre le jour même à Paris et propose de me ramener. Il va téléphoner à sa femme, lui expliquer. Il est juif.
Tout à coup, il se sent une responsabilité envers moi. Il est gentil, Aldoubaram. Je l'accompagne au train, il me donne de l'argent et me fait promettre de régler l'hôtel et de faire réparer mes lunettes. Un soir, bien plus tard, je recevrai une brassée de fleurs à l'Olympia et ces mots « Vous aviez raison, stop, bravo, stop, Aldoubaram ». J'ai remplacé mon verre de lunettes et payé l'hôtel, puis j'ai quitté Bruxelles. Je veux rentrer en France. On m'a dit que du côté de la frontière, il y a des sentiers de passe pour les clandestins. Je marche depuis 1 heure. Je n'ai pas entendu venir la Chrysler noire de Monsieur Victor qui s'est arrêté à ma hauteur. Où tu vas? À Paris. Moi aussi, monte, je t'emmène. Je lui explique que je voudrais bien, mais que j'ai pas de papier pour passer la frontière. Bon, il n'est pas du genre à s'embarrasser de problèmes de papier, Monsieur Victor. Monte, je vais te la faire passer la frontière, moi. De temps à autre, il se contente de me regarder en biais. À quelques dizaines de mètres du poste de douane, il a senti que je pâlissais, Monsieur Victor. T'inquiète pas, m'a-t-il dit. Il est descendu de voiture, un douanier s'est avancé vers lui. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais au bout de 2 minutes, il est remonté et a démarré. Je fais souvent la route, explique-t-il en souriant. Faut dire que je suis trafiquant de voitures. T'as eu peur? Oui. Il me regarde à nouveau en biais. La Chrysler file, en douce, féline. On est en France. J'ai bien regardé Monsieur Victor. Sous sa chemise ouverte, il était tatoué jusqu'au cou, depuis le dos des mains jusqu'en haut de ses bras brunis. Il était beau. J'avais pas peur. Je me suis endormi. Je me souviens que je me suis réveillé devant une auberge. J'ai suivi Monsieur Victor. Il y avait une petite salle de restaurant avec des nappes en papier à carreaux rouges. Le fumet, la saveur, le jaune un peu roussi des petits lardons, le moelleux de l'omelette que m'offrit ce jour-là Monsieur Victor. J'en garde encore le goût aujourd'hui. Victor, Monsieur Victor, vous avez un cœur d'or. Quand on est sorti de l'auberge, qu'on a repris la route, Monsieur Victor s'est fait plus tendre. Mais il est resté classe. Il a voulu s'arrêter, j'ai dit non. Il a ri. J'étais bien, on roulait, en silence. C'est lui qui a parlé le premier, sans attendre mes questions. En fait, il était souteneur, Monsieur Victor. Ses filles travaillaient à la Villette. Il proposait de s'occuper de moi. Il venait de virer sa régulière, alors si je voulais, c'était comme au cinéma. Je lui ai raconté ce que je voulais faire. Chanteuse, c'est pas un métier, faut des relations. Je t'assure, moi, si tu veux, je veux chanter, c'est ma vie. Il a commencé à me regarder différemment, attentivement. En bordure de la forêt de Compiègne, des gosses vendaient des bouquets de muguets. Il a brusquement stoppé la Chrysler et descendu, puis revenu avec un énorme bouquet rond qu'il a jeté sur mes genoux. Il m'a fait larmes aux yeux. C'était un seigneur, Monsieur Victor. On arrivait à Paris, le soir tombait, une émotion forte me chamboulait. Il a stoppé, Victor, c'est moi qui l'ai embrassé. Il m'a longuement regardé. Il a sorti un papier sur lequel il a griffonné son nom, son adresse, son téléphone. Tu n'auras qu'à demander Victor. Il m'a remis de l'argent, puis a ouvert la portière. Je suis descendu. Il a attendu un peu, j'ai pas bougé. J'ai vu la Chrysler disparaître en douceur. Je pleurais. « 1951. Durant presque une année, je lave les verres du tout Paris. Début de l'hiver 1952, Bruxelles. Dans le quartier chaud de la ville, du côté de la porte de Namur, il y avait des petites boîtes de nuit tout le long de la rue de la Pépinière. Genre, ici on monte ou ici on ne monte pas. Chez Adrienne, justement, on ne montait pas. Chez Adrienne était un bar où les pilotes de ligne de la Sabena venaient la nuit faire escale. C'était une boîte minuscule, peut-être l'endroit le plus exigu où j'ai jamais chanté. Dans une arrière-cuisine, Adrienne fricotait quelques plats pour les clients privilégiés. Devant, dans le bar,
On mangeait peu, mais on buvait sec. On nous avait dit qu'Adrienne avait été le bébé cadom si dodu des affiches publicitaires de notre enfance. Mais franchement, à voir cette maîtresse femme diriger son établissement, on avait du mal à croire qu'il y avait eu un jour la candeur de bébé cadom dans le regard d'Adrienne, auquel rien n'échappait. Elle nous engagea, ma pianiste et moi, pour 30 francs par whisky, tout en nous expliquant que le client boirait naturellement du scotch, tandis que dans notre propre verre, elle verserait du thé. Les consommateurs n'y verraient que du feu. Quand l'un d'eux, un peu souffle, ses mines de vouloir aller plus loin, trop loin, Adrienne lui expliquait qu'attention, on n'était pas le genre. Au matin, nous étions épuisés, lessivés. Je rentrais tout à côté rue Thérésienne, chez Prudence. Prudence était une amie d'Adrienne, mais elle ne l'aimait pas beaucoup. Elle vivait seule avec ses souvenirs, dans une maison dont elle avait été la tenancière et que les filles avaient désertée depuis longtemps. Elle avait accepté de me louer une chambre pour quelques sous. On rentrait chez Prudence par une toute petite porte et on se retrouvait de plein pied dans un bar en forme de couloir. C'était très clair-obscur, moquettes rouges grenats et meubles de cuir fauve. Sur les étagères derrière le bar, des bouteilles à demi vides où stagnaient les liqueurs couleur d'ambre et d'anis pâle, mais il y avait toujours une bouteille de champagne au frais, dans l'espoir d'un gros client qui ne venait jamais. Au fond du bar, très droite dans son fauteuil, se tenait Prudence. Quand cliquetait la porte d'entrée du bar, elle se levait comme un ressort et ressemblait alors à une vieille cousine de province, toute sèche et toute raide avec son chignon lunettes. Émergeant de ses pensées alcoolisées, elle lançait d'une voix forte et gutturale « Ouir !» Au petit matin, quand je revenais de chez Adrienne, je la trouvais assise dans son fauteuil, hiératique comme un Bouddha. Elle m'attendait soit pour me réclamer l'argent de mon loyer qu'elle ne se souvenait plus d'avoir perçu, elle cachait les billets sous les lattes du plancher de sa chambre, soit pour me chérir et m'encenser, me servir un café et des cookies au beurre, me répéter que j'étais sa princesse et qu'elle pourrait faire mon avenir avec un vieux colonel qui passait boire un verre de temps en temps l'après-midi et qui m'avait remarqué. Elle me racontait aussi presque chaque matin comment un tout petit notaire s'était suicidé à ses pieds parce qu'elle s'était refusée à lui. Suicidé à mes pieds, ma princesse. Et elle me donnait à imaginer la taille de son tabellion entre son pouce et son index superposés. Je l'adorais, cette Prudence. Et puis un matin d'octobre 1953, après avoir travaillé toute la nuit chez Adrienne, je me suis marié. Ce fut un mariage assez félinien. J'étais habillé de noir, des pieds au turban. Je me rappelle encore comment elle me suivait partout et me harcelait. « Ne te marie pas !» en roulant 4 heures à la fois. « Ces gens-là ne sont pas pour toi. Il y a le vieux colonel qui te rendra heureuse. » Je me suis mariée quand même. À aucun moment, mon mari et moi ne figurâmes sur la moindre photo. Tous les mercredis du mois, la direction de l'Écluse auditionne. En 1954, je suis engagée pour 8 jours. Aucun souvenir. Janvier 1958, réengagement à l'Écluse, renouvelé de mois en mois, puis d'année en année, pendant 6 ans. 6 années durant lesquelles je vais pratiquement croiser tous les futurs grands du métier. J'entends pour la première fois Gianni Esposito chanter Le Clown. Le clown s'envolera trop tôt. Stéphane Goldman, auteur, compositeur, interprète d'actualité, que chantera plus tard Montand. Jacques Dufilo et Jacques Fabry apportent à l'Écluse un numéro surréaliste fondé sur le langage de l'absurde ou l'absurdité. Apparaît Bip, le personnage du mime Marceau, puis Monique Tarbès, Henri Garcin, Romain Bouteille qui vont créer l'Échappée belle. Jean-Roger Cossimon, très grand auteur de chansons, qui écrira notamment pour Léo Ferré, fait son tour de chant. Bernard Haller arrive de Suisse et fait un numéro muet avec un ballon appelé Éléonore. Dick Hanegard, viking dégingandé, chante La Mouche. Gribouille, sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir, vient d'écrire Mathias. Elle brûle sa vie, mais disparaît trop tôt. Arrivée d'Alex Métayer, incisif observateur du quotidien, puis des comédiens qui vont se produire en duo. Raymond DeVos et Pierre Verbeek, Micha Bayard et Nani Rameau, Serge Sauvion et Pierre Vanek, les frères ennemis, Dupont et Pondu,
Plus tard, Pierre Richard et Victor Lanoux, Philippe Noiret et Jean-Pierre Darras. Ah, les merveilles! Les joyeux compagnons d'un séjour enrichissant, coloré, face à la Seine qui coule devant l'écluse, où l'on s'attend, on se parle, projette, où l'on décrit les bourges de l'autre côté du fleuve, ceux de la rive droite. Ah, les belles nuits, les beaux dîners. On parle haut et fort. Le discours est à la fois tendre et immodeste. On se sent artiste, à part, en marge. Et puis voilà Pia Colombo, Maurice Fanon, Christine Sèvres, Colette Mani, Mélo Cotton, avec sa voix de chanteuse de blues. Et Brigitte Fontaine, qui a déjà quelques longueurs d'avance sur son époque. Francesca Solville, chanteuse engagée avec sa belle grande voix chaude sur une longueur de blé. Et Monique Morelli, drapée dans son écharpe rouge qui chante Aragon. Bon sang, quelles affiches! Obsédante et maladroite monte vers toi une petite cantate comme nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, similaire et sol do fa. Cette petite cantate fa, sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, similaire et sol do fa. Et tu es parti fragile, fa, sol do fa. Et je reste malhabile, fa, sol do fa. Je te revois souriante, assise à côté de moi, disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Similaire, si, sol do fa. Similaire, si, sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Similaire, si, sol do fa. Similaire, si, sol do fa. Les anges avec leurs trompettes joueront pour toi cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Similaire, si, sol do fa. J'ai d'abord commencé le spectacle et suis peu à peu devenue la vedette. Je chante vêtue d'une jupe noire et d'un pull vert. Un peu plus tard, une petite concierge couturière, habile sur sa vieille singère, confectionnera à ma demande une veste en velours noir côtelé avec un col assez haut, dégageant le cou. Ce premier costume décidera de tous les autres. Le noir était une couleur fantastique, qui à la fois estompe les formes et met le corps en valeur. Moi, je pensais d'abord que ça n'était pas si important qu'on voit mon corps. Bien que myope, je peux me déplacer en scène, mais rien qu'en scène, avec une très grande rapidité, les yeux fermés. J'ai appris également à vaincre ma peur en m'obligeant à me déplacer très lentement au piano au moment où je l'accostais. J'ai appris à canaliser mon élan vital, et durant les dernières années où j'ai chanté, je poussais, avant d'entrer en scène, un cri violent qui libérait toute mon énergie. Ce qui souvent a pu apparaître à certains comme une sophistication
a été pour moi un apprentissage de chaque soir, afin de donner chaque fois davantage, tout en allant vers plus de dépouillement. Je n'ai jamais répété aucun geste. Je ne me suis jamais exercé devant une glace. Je n'ai jamais travaillé avec un metteur en scène, sauf dans Lily Passion. On ne sait pas d'où viennent les mots. Quand tu chantes, ils se mâchent, s'allongent, se distordent, se consument, déboulent dans ta gorge, de ta gorge à tes lèvres, redescendent dans ton corps, dans le pli de ta taille, dans ta hanche. Ils t'obligent à tendre la jambe, à plier l'épaule, à courber l'échine, à redresser les reins le long desquels ils se faufilent jusqu'à redescendre jusqu'aux extrémités, où il irradie parfois comme une douleur ou un plaisir intense. En 1959, je chante Les Boutons Dorés, La Belle Amour, Les Voyages et Souris Patonie. La sortie a lieu en avril chez Pathé Marconi. Michel Klotz, alors directeur de la firme, me demande de quitter quelque peu mon piano pour orchestrer davantage mes chansons. Ce sera non. Savez-vous combien vous avez vendu de disques? Non, 4. C'est pas beaucoup. Je suis certes fâché avec les chiffres, mais je suis bien obligé de reconnaître que c'est pas beaucoup. Savez-vous combien vend Tino Rossi? Non, pourquoi? Denise Glaser. Ah, Denise Glaser. Le corps de Betty Boop avec un décolleté vertigineux, une robe de crêpe blanc très moulante et à très grand ramage, un visage de presque madone et une voix grave, privée d'intonation, languide comme une seule et même note tirée à l'archet par la contrebasse. Elle est passionnément à l'écoute. Elle écoute, elle écoute, elle écoute. Et le silence qu'elle laisse entre la réponse de son interlocuteur et la question suivante rend cette réponse à la fois plus dense, plus incisive, plus claire. Ce lundi 21 décembre 1959, je suis seul dans l'appartement. Le jour glisse, je vais bien. Soudain, la sonnerie du téléphone vibre et déchire le silence. La voix est inconnue, mal assurée. Votre père, il a eu un accident. Il se trouve à l'hôpital Saint-Joseph et vous réclame. Je reste silencieuse. La voix s'est tue. Je reste avec le téléphone dans la main, stupide. Je raccroche. Mon père parti voici 10 ans, jamais réapparu, jamais de nouvelles. Qui m'appelle? Comme une somnambule, je demande l'hôpital à Nantes, les urgences, la chirurgie, les accidentés. Je vous passe la morgue. Une douleur brûlante glisse dans mes reins. Nantes. Il pleut, un taxi me conduit à l'hôpital. On va vous conduire chambre C. Une musique dont la mélodie ne me reviendra que beaucoup plus tard m'accompagne. La porte C grandit, se déforme. Le C danse, se balance, gigantesque. C'est une religieuse qui m'ouvre. Vous venez bien tard. Je regarde mon père que je n'ai pas revu depuis 10 ans. Son visage est amaigri, vieilli, son teint cireux. Je m'avance et pose la main sur cette peau sans vie. Je prononce des mots hachés sans suite. Je sens qu'on me tire, qu'on m'arrache, qu'on me parle. Personne ne venait le voir. Si, Sœur Jeanne vous dit rien. Sœur Jeanne ne dit rien. Elle a promis de garder le secret de cet homme dont elle parle avec respect. Je me souviens brusquement que mon père aimait beaucoup les petites sœurs des pauvres et qu'il se montrait jadis très généreux envers elles. Je souris à Sœur Jeanne. Je comprends ma sœur, je vous remercie. Je vais vous donner l'adresse de Monsieur Paul, qui était son ami et qui fut présent jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Avant, je voudrais savoir pour l'enterrement. À nouveau, le couloir, l'escalier, un tout petit bureau, une vieille dame à lunettes. Je me nomme. La vieille dame à lunettes me sort un catalogue rempli de cercueils joliment présentés. Un petit pointillé conduit au prix. Vous avez choisi, demande la vieille dame à lunettes, le moins cher. Mais le bois n'est pas très bon. À la moindre occasion, il prendra l'eau. Je ne dispose que d'une somme très modique, dis-je d'un ton sec. La vieille dame à lunettes quitte son air de vieille dame compatissante,
et devient une espèce de représentante en cercueil, abonnement sur la qualité, la solidité, les intempéries, etc. Je me tais, le visage dur fermé. La vieille dame lorgne mon sac, mes mains, le bracelet en argent qui enchaîne mon poignet. Elle soupire réprobatrice, parle un peu de Dieu, puis se fait une raison. Le convoi partira de la morgue pour se diriger vers la chapelle, mais mon père... Bien, je serai là. Un taxi m'a conduite à l'adresse donnée par sœur Jeanne. C'est un café, au coin d'une rue. J'entre. 4 hommes jouent aux cartes. L'un d'eux s'avance vers moi, me prend doucement la main. « Vous êtes la fille de Monseigneur ?» Nous aimions beaucoup votre père. Un homme à lunettes, Monsieur Paul, s'approche à son tour un peu agressif. Longtemps, il me parle d'un homme extraordinaire dont il ne savait rien, sinon qu'il avait été rejeté par sa famille, qu'il avait eu 4 enfants qu'il aimait, une fille surtout, qui chantait. Parfois, il dormait dehors, mais il réapparaissait au matin impeccable pour entamer d'interminables parties de poker. Gai, généreux, gueulard, mais il ne croyait en rien, n'espérait plus rien. Jamais une plainte, confirme Monsieur Paul. Pourtant, une fois qu'il avait un peu trop bu, je suis allé trop loin. C'est fini pour moi, aurait-il dit à Monsieur Paul, qui proposait de l'aider. Je m'en veux d'être arrivé trop tard. J'oublie tout le mal qu'il m'a fait. Et mon plus grand désespoir sera de ne pas avoir pu dire à ce père que j'ai tant détesté: je te pardonne. Tu peux dormir tranquille. Je m'en suis sorti, puisque je chante. En février 1960, Georges Van Parijs, Gemma Noir et Albert Wilmetz désirent monter au Petit Théâtre de Paris une pseudo-comédie musicale qui s'appellera Le Jeu de Dames, à laquelle Van Parijs me demande de participer. Je n'ai pas grand souvenir de cette œuvre, si ce n'est que Georges Van Parijs était un être exquis, que j'ai beaucoup ri avec Odile Mallet qui jouait dans la pièce et que j'étais assez ridicule. Habillé en page, avec des colombes blanches juchées sur mon épaule, en travesti couché avec une pauvre jeunette, et pour le final, costumé en gitane, avec une ample jupe à fleurs. Vous voyez ça d'ici. Un autre joli souvenir, c'est ma rencontre avec Elvire Popesco, alors directrice du Théâtre de Paris, où elle se produit. Elle me convoque un soir dans sa loge. Dans son déshabillé de satin vieux rose, elle est éblouissante. « Chérie, Monsieur Wilmetz se plaint de vos insolences. Madame, je ne finis pas ma phrase. Non, 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 chérie, ne me réponds pas, mais je te demande, tu dois être mieux avec Monsieur Wilmetz. Je promets de m'améliorer. Elle m'embrasse très fort en riant et me chasse de sa loge. Je suis ébloui. Mes efforts n'ont pas eu à se prolonger bien longtemps, car peu après, la pièce s'est arrêtée. Un soir, je tombe amoureuse, folle et perdue. Le cœur et la tête à l'envers, amoureuse enfin. Comme rien n'est simple, cet homme-là vit à Abidjan, en Afrique. Poste important, homme important. Une première fois, je vais chanter à Abidjan, puis je repars. H me promet de venir très vite, mais il tarde, il tarde, il tarde. Lettre de H, qui revient à Paris pour peu de temps. Des étreintes, des tangos, des orages, amour tumultueuse. H repart en me demandant de venir quelque temps vivre avec lui à Abidjan. J'ai mis une ultime condition à ce voyage, ne pas dépendre, travailler. Je chante au refuge à Abidjan, qui porte bien son nom, et où je verrai transiter des gangsters de tout calibre, des voyous sympas, petits délinquants ou grands truands. Mon tour de chant s'intercale entre Faïza et sa danse berbère et Minouchette la stripteaseuse. L'écluse télégraphie, il faut que je rentre. Dans l'avion, une petite musique et 4 phrases. Je commence. Dis, quand reviendrais-tu ? M'arrivée
j'écris puis déchire et jette les pages de mon cahier d'écolière, comme chaque fois que je compose une chanson. Sur mon vieux magnétophone, « Dis quand reviendras-tu » prend forme, puis se finalise. Je ne connais pas le solfège, j'ai la paresse tenace. Pourtant, je crois que ce qu'on appellera plus tard mon style, c'est cette couleur pianistique due à ma méconnaissance de la musique. Je dirais même à ma grande ignorance de l'écriture musicale. Je n'avais, jusqu'à ce jour, interprété que des chansons d'amour composées par des hommes. Je peux enfin chanter l'amour comme une femme. Si elles disent la même chose, les chansons d'amour écrites par des hommes et par des femmes le disent de façon très différente. Par téléphone, je fais entendre à H cette chanson écrite pour lui. Il revient. H est différent, vulnérable. Quelque temps plus tard, nous partons ensemble pour la Suisse, l'Italie. Il me rend très heureuse. Mais il veut que je lui prouve mon amour en lui faisant la promesse de ne plus jamais toucher un piano de tout notre voyage. Je promets. Nous rentrons à Paris. Il veut me trouver un appartement avant de repartir pour Abidjan. En transit pour quelques jours dans un hôtel de la rue Jacob, je remarque en arrivant un piano droit en bas dans le salon. Le lendemain matin, alors que H se trouve encore dans notre chambre, je descends, j'ouvre le piano qui sent la colle et les vieux marteaux de feutre. Je me jette avidement sur le clavier. H survient. À cet instant, je le perds. Il me perd. Journée infernale. Le lendemain, tout s'ensoleille à nouveau. Mais fragile, si fragile. H me trouve un appartement à proximité du pont Mirabeau. Nous visitons. Oui. Il m'installe à Rémusat, comme une danseuse. Au 7e étage, avec grande porte-fenêtre ouvrant sur la terrasse, Rémusat devient une chambre bleu nuit et gris-bleu, puis beige, ou encore bleu nuit. Le piano a une place pour lui tout seul. Quel luxe, je suis installée. J'ai plein de parfums, de chaussures, de bracelets d'argent, de fouillis en dentelle. Je téléphone tous les jours à ma mère. Je ne me souviens plus comment le rocking noir arrive un jour à Rémusat, mais déjà je m'y cale, je m'y love, j'y suis bien. Je regarde le ciel ouvert, rassuré par son balancement. Plus tard, un soir de général, morte de peur, je l'emporterai sur scène pour y avoir un objet de Rémusat qui me rassure. À compter de cet instant, il fera partie de tous mes voyages. Il chantera sur toutes les scènes. Pour bouger, je le fais pivoter en avant en appuyant bien fort sur mes talons et il avance ainsi en tournant. Il deviendra un objet bulle qui me permettra de me déplacer rapidement et de me camper exactement là où je le désire face au public. Et toujours les allées, venues de H. Il revient, il repart. Il m'écoute fredonner et propose de revenir définitivement si je ne chante plus. Jaloux, possessif, terrible. Il va se battre contre un piano, contre des chansons, contre un public peu nombreux mais qui constitue déjà ma raison de vivre. Non, non et non. Alors, séparation définitive. Déchirure. Rémusat de soleil et de glace. Rémusat Gressandre. Rémusat qui n'avait été aménagé que pour un seul amour, mais qui revient trop tard. Quand je n'en veux plus d'avoir eu tant mal. Trop mal du temps d'amour. Désormais, je suis seule. Plus rien ne va pouvoir me détourner de ma route telle que je l'ai toujours pressentie. Rien, ni hélas personne. Bien sûr, des hommes et des amours. Mais c'est si différent. En acceptant de perdre H, je viens de prendre le voile, inexorablement, pour cette beauté. La vie de femme qui chante.
À Rémusat, je ressens le désir d'écrire, le besoin d'écrire. Jusqu'à présent, je n'ai écrit que 2 chansons, mais je sens qu'en moi les mots bougent et cognent. Ils veulent sortir, les mots. Ils s'agitent, s'entremêlent, se conjuguent pour dire ce que je n'arrive pas encore à expliquer. Ils vont filtrer, sourdre, jaillir de mes veines. Ils me font peur et me fascinent à la fois. Je ne comprends pas d'où ils viennent, ni l'état de fébrilité où je suis lorsqu'ils me viennent. J'avais déjà eu des difficultés à comprendre, à mémoriser les mots. À Vitruve, je relisais tout d'une traite comme on s'enivre. Ces dames au chapeau vert, le tropique du cancer, le vicomte de Bragelonne, Autant n'emporte le vent, la citadelle de Cronin. Ma mère m'avait offert pour mes 17 ans le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Ce cadeau m'avait enchanté, venant de ma mère. Bouleversé. Premier déclic. J'allais au quartier latin, hanter les vieilles librairies de la rue Monsieur-le-Prince ou de la rue de l'Odéon, où flottaient odeurs et poussière de vieux grimoires, de reliures de cuir repoussées à la feuille d'or, de feuilles jaunies couvertes de taches de son. J'aimais me perdre seul dans ces lieux de pénombre et y reniflais les mots, les savourais. Je grimpais aux échelles de bois. Les livres m'intimidaient, m'émouvaient, me faisaient rêver. Je commençais bientôt à lire Genet, Jouve, Proust, Maurice Sacks, Baudelaire, Max Jacob, Colette, plus tard Les Illuminations de Rimbaud, Georges Bataille et Céline. Il me semblait que je ne retenais rien de ce que je lisais. Je dévorais avidement les mots, des pages, des espaces. Je rencontrais des personnages légendaires, m'enroulais dans les spirales de la folie, de l'étrange, de l'horreur, m'engloutissais dans les profondeurs de ces nuits d'asphalte. Et puis brusquement, j'ai cessé de lire. J'ai plus lu. Rien, plus du tout. J'ai oublié ce que j'avais lu. Oublié. En fait, les mots, au lieu de rester dans ma mémoire visuelle, se sont agglutinés dans ma mémoire tactile. Et aujourd'hui, je sais que ce sont ces mots-là qui bougent au bout de mes doigts et cherchent à sortir du bout de mes doigts de tout mon corps. En chantant, je retrouve cette sensation de mots jadis avalés, déglutis, engloutis, qui remontent douloureusement par ma gorge avant que je les exhale avec violence ou douceur dans une chanson. Comme il est expliqué dans Lily Passion. Et les mots qui sortent de ma gorge, je ne les connais pas. Des mots qu'on a plantés là, des mots qui me font mal et qui m'étouffent. Alors je les crie, je les vomis pour pouvoir respirer, pour vivre. C'est ce qui se passe justement ce jour-là, à Rémusat. Les mots se pressent au bout de mes doigts. J'ai envie d'écrire. Je crois que c'est alors que je commence le temps du lilas. Il a foutu le camp, le temps du lilas, le temps de la rose offerte, le temps des serments d'amour, le temps des toujours. Les mots se remettent à écrire tout seuls. C'est À mourir pour mourir qui vient avec le rythme de la musique. Puis une nuit, pendant mon sommeil, j'entends distinctement les paroles et la musique du Petit Bois de Saint-Amand. Je rêve que je l'enregistre sur mon magnétophone. À ma grande stupéfaction, le Petit Bois de Saint-Amand. Et puis les mots ne viennent plus. Ne cognent plus, ne veulent plus sortir. Où sont-ils donc passés les mots ? Début 1964, Gunther Klein, jeune directeur du Jungstheater de Göttingen, vient à l'Écluse m'engager. Je refuse. Pas question d'aller chanter en Allemagne. Gunther insiste, décrit son théâtre de 100 places, parle des étudiants. Mais qui me connaît en Allemagne ? Les étudiants vous connaissent. Je ne souhaite pas chanter en Allemagne. Je demande néanmoins à réfléchir jusqu'au lendemain. Le lendemain, je décide brusquement de dire oui à Gunther, à la seule condition de pouvoir disposer d'un piano demi-quenois. Gunther accepte, ce sera juillet. Le temps se rapproche où je vais quitter l'Écluse. Le temps est venu, je quitte définitivement l'Écluse. J'ai été bien, j'y ai beaucoup appris. Mais en ce jour de 1964, je sens que je dois partir. Le quai des Grands Augustins s'éloigne, j'ai repris ma route. Je pars donc pour Göttingen en ce mois de juillet 1964.
Gunther m'attend à la descente du train. Il est toujours plein d'enthousiasme. Je le prie de me montrer tout de suite la scène où je dois me produire le soir même. Un énorme vieux piano droit, orné de 2 chandeliers d'argent, trône sur la petite scène du Junge Theater. Aucune possibilité de voir le public ni d'en être vu. Je lui déclare qu'il m'est impossible de chanter en m'accompagnant sur ce piano-là. Gunther est désolé, mais il me répond que je devrais m'en contenter. Non. Je vais m'asseoir dans la salle au premier rang, tout en répétant à Gunther que je ne bougerai pas tant que je ne verrai pas le piano de concert noir promis à Paris. Gunther me regarde, il me semble que je le vois fondre petit à petit. Il s'assied près de moi et m'explique qu'il y a à Göttingen une grève des déménageurs de piano depuis la veille au soir. Voilà qui change tout. Je passe de la colère à la tristesse. Gunther disparaît brusquement et revient avec 10 étudiants joyeux, parlant fort bien le français. L'un d'eux connaît une vieille dame qui, selon lui, accepterait de prêter son piano de concert. Les 10 garçons proposent de le transbahuter. Le spectacle était prévu pour 20h30. Gunther explique le pourquoi de notre retard à un public surpris, mais qui décide néanmoins de patienter. À 22h, porté par 10 grands gaillards blonds, un piano de concert droit fait son entrée sur la petite scène du Junge Theater. La soirée est magnifique. Gunther prolonge mon contrat de 8 jours. C'est dans le petit jardin contigu au théâtre que j'ai gribouillé Göttingen, le dernier après-midi de mon séjour. Je dois donc cette chanson à l'insistance d'études Günther Klein, à 10 étudiants, à une vieille dame compatissante et à la blondeur des enfants blonds de Göttingen. À un profond désir de réconciliation, mais non d'oubli. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour est fleuri quand même à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elgarian, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos maîtres emblèmes, et l'âme grise de Verlaine, et c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blancs de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Pour Göttingen, pour Göttingen. J'ai tellement reçu d'amour. Tellement. Et toute cette énergie qui m'a fait avancer, chanter,
qui m'a permis de faire ce métier comme j'entendais le faire, en désobéissant, en refusant tous les archétypes, en ayant un instinct de préservation qui m'a toujours empêché de me perdre dans le compromis, la confusion. Je ne détiens aucun secret, aucune formule magique. Il faut prendre le voile, préserver son désir, ne jamais s'en départir, rester bien à l'intérieur de soi, m'exiger autant de soi que des autres, vigiler pour que les autres, pour les autres, autant que pour soi. Vouloir, avec une inentamable opiniâtreté, être sa vérité, ne jamais perdre espoir. Vouloir recommencer, avoir peur mais avancer toujours. Et quand le 26 mars 1994, après mon tout dernier concert à Tours, je suis remontée dans la voiture, je peux vous dire que je n'étais plus qu'une femme épuisée, douloureuse, vide, morcelée, déconstruite. Mais malgré mon isolement, malgré ce long deuil que je venais de commencer, au terme de ma belle et intense vie de nomade, j'étais une femme heureuse. Il est 6 heures du matin, j'ai 67 ans, j'adore ma maison, je vais bien. Vous venez, les gars? C'est pas mal. Ah non, on est perdu, on est perdu. Terminer avec cette petite chanson qui est sur mon dernier album, qui est une lettre de Barbara, tout simplement. Je me disais que c'était propice. C'est la première fois que je la chante, donc ça va être expérimental. Dans une autre vie, j'aurais voulu te dire tout ce que ta voix me fait, le meilleur et le pire. Si tu étais devant moi, je voudrais que tu saches les jours où plus rien ne va, je pense à toi comme si on se croisait.
Merci beaucoup. Je vais avoir le plaisir d'accueillir Marc Durand, l'artiste qui a illustré la dernière intégrale de Barbara, avec beaucoup d'inédits. Marc Durand, avec son collaborateur Paul et Bernard Cerf, le neveu de Barbara. Je vais demander aux artistes de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Bob, Antonin Tardy et Anna Mougladis. C'est une remise de prix. Eh bien, bonne soirée.